Nodi de Syndex, Midi-Pyrénées. Sophie Godel de la Confédération. Et Eric Minaert, anthropologue. Donc peut-on concourir à se vivre ensemble dans la société en trouvant des compromis dans l'entreprise et l'administration entre l'employeur et les travailleurs-travailleuses? C'est la question à laquelle le bureau régional et le CURI, le Conseil Midi-Pyrénées, ont voulu essayer de répondre au moment de choisir le thème de cette table ronde. Je vais donc passer la parole à Christine Enodi, Sophie Godel, Gabriel Coletti et Eric Minaert pour 1h30 maximum de table ronde. Donc nous terminerons à 11h30, 1h15. Et ensuite, à la fin de cette table ronde, la commission des votes viendra nous donner la proclamation des résultats. Je laisse la parole. C'est vous qui commencez. C'est bon, vous m'entendez? Bonjour à tous. Donc ce matin, nous allons vous parler de la démocratie dans l'entreprise et l'administration pour le vivre ensemble en société. Donc c'est le thème qui a été retenu. Alors pourquoi ce débat? Parce que c'est une question en fait importante pour la CFDT qui a fait du dialogue social et de la recherche du compromis un peu sa marque de fabrique, en considérant finalement que c'est la meilleure clé pour pouvoir permettre aux salariés à la fois de peser sur leur quotidien, mais également de participer un petit peu au pilotage de la stratégie de l'entreprise avec les chefs d'entreprise, et ceci dans un souci un peu commun de recherche à la fois de la performance économique, mais également de la performance sociale. Mais aussi parce que finalement, pourquoi ce thème? Parce qu'on peut considérer que l'entreprise citoyenne et ses acteurs, y compris bien entendu les syndicats, ont un rôle à jouer et peuvent en fait influer sur la vie en société en portant des revendications qui dépassent finalement le simple lieu de production dans lequel ils sont. Alors c'est un parti pris qui a parfois du mal à devenir réalité, et c'est pour ça qu'on a choisi d'en débattre en fait ce matin. D'abord donc je donnerai la parole aux trois intervenants, et puis ensuite il y aura une séquence de questions-réponses avec la salle, parce que vous êtes probablement les mieux placés pour en parler également. Alors notre objectif sera en tout cas d'étayer la thèse que la démocratie dans l'entreprise est possible et qu'elle peut être un levier en fait pour le vivre ensemble en société, donc au-delà du simple cercle de l'entreprise, et que en termes que c'est finalement la qualité du dialogue social qui permet de faire société, et que ce dialogue social il doit être pensé comme un outil. Donc je vais d'abord vous présenter nos différents intervenants. Donc à ma gauche, donc Eric Minaert, qui est anthropologue, diplômé de l'école des hautes études en sciences sociales. Et Eric, en fait, il s'intéresse aux différentes problématiques qui sont inhérentes aux groupes sociaux, et donc l'entreprise est considérée comme un groupe social, et aux questions que ça peut poser. Il a par exemple travaillé sur la question du handicap et notamment montré comment la réussite passe par la gestion collective de la fragilité. Et une des particularités d'Eric en tant qu'anthropologue, c'est de travailler en fait sur le terrain, pour être en prise au réel, avec le réel, que ce soit dans l'entreprise ou dans l'administration. Et d'ailleurs, Eric travaille actuellement avec la CFDT sur ces différentes questions, et n'hésitez pas à vous rapprocher de lui à la fin de la séance, parce que justement pour son travail de terrain, il a besoin de collecter et de faire un certain nombre d'entretiens. Et donc pour alimenter le débat, il s'interrogera il interrogera en fait l'entreprise comme groupe social avec l'ensemble de ses besoins, c'est-à-dire notamment de régulation et d'intégration. On passera la parole ensuite à Gabriel Coletti, donc qui est économiste, professeur à l'université de Toulouse, qui travaille lui plutôt sur les politiques industrielles, mais à contre-courant en fait de l'économie dominante. Et Gabriel lui évoquera plutôt le lien entre la démocratie et le développement. Enfin, Sophie Godel, donc secrétaire confédérale, donc je ne vous la présente pas, qui est en charge plutôt des questions économie et société à la CFDT, et plus spécifiquement du dialogue social, du développement durable et de la RSE. Et Sophie détaillera plutôt la stratégie du syndicat, avec une mise en perspective donc des débats qui s'ouvrent avec cette nouvelle présidence et cette nouvelle majorité parlementaire, puisque, comme vous le savez,
il y aura du pain sur la planche dans les mois à venir. Alors, pour ma part, je suis Christine Enodi, je suis intervenante au cabinet Syndex, donc que certains connaissent dans la salle. Je suis un peu la technicienne autour de la salle, puisque nous, on parle d'expertise, donc à partir des données brutes des entreprises, et on parle d'accompagnement des équipes, en fait, au travers du dialogue social dans l'entreprise et dans les différents temps de consultation et de négociation que vous connaissez tous bien maintenant. Donc avant de passer la parole à Eric, je vais quand même vous brosser un peu rapidement le contexte, en tout cas de l'évolution législative du dialogue social depuis ces 5 dernières années. Donc vous vous souvenez tous que ça nous a paru important parce que pour que vous ayez également à l'esprit les différents outils qui sont à votre disposition dans l'entreprise, et ensuite on élargira le débat d'une façon un peu plus avec une envergure un peu plus sociétale. Donc, ces lois, vous vous en souvenez, c'est 2008, la loi de démocratie sociale et de la réforme du temps de travail, 2013, la loi de sécurisation pour l'emploi, 2015, la loi du dialogue social et de l'emploi, et 2016, la loi travail. Alors, ces lois, en fait, ont été traversées par 2 grandes tendances. La première, qui est de renforcer la légitimité des organisations syndicales, et la deuxième, qui était d'apporter un rôle plus important à la négociation dans l'entreprise. Avec 5 grandes transformations à la clé, qui a été un nouvel équilibre entre les OS et les IRP, notamment dans les négociations, de nouveaux outils de flexibilité pour les entreprises, une architecture nouvelle pour les IRP, puisque vous vous souvenez de la fusion des IRP de la fusion des instances, en deçà de 300 salariés, qui va peut-être encore évoluer, de nouvelles modalités de consultation également, et de nouveaux champs d'expertise, qui sont des outils pour les IRP, mais dans des cadres temporels beaucoup plus contraints. Alors, je vous rappelle quand même un petit peu les modalités justement de la consultation dans les entreprises. Vous vous souvenez que c'est organisé maintenant en 3 grands blocs de consultation, puisqu'on a les orientations stratégiques, la politique économique et financière et la politique sociale. Que vous avez également bien entendu des temps de consultation non récurrents, c'est-à-dire en cas de projet. Et là, le CE comme le CHSCT sont concernés. Éventuellement, quand on parle de plans sociaux, les organisations syndicales, bien entendu, participent aussi à la négociation. Donc, à côté de ces consultations, il y a tous les temps de négociation pour les organisations syndicales, bien sûr, rémunération, emploi, parcours professionnel, qualité de vie au travail, dialogue social. Et que, bien entendu, sur ce premier point déjà, les IRP, les organisations syndicales, ont tout intérêt à articuler leurs actions. Un outil pour aider les IRP, les organisations syndicales, ce sont les expertises qui permettent de les outiller. Donc, je ne vais pas vous en dire plus, mais il nous paraissait important de rappeler quand même le contexte législatif et un petit peu les outils à la disposition des IRP et des organisations syndicales. Et je vais passer maintenant la parole donc à Eric Minard. Donc la question est un petit peu à quoi on fait référence en fait, ça marche, à quoi on fait référence quand on parle de dialogue social et de démocratie dans l'entreprise, et en quoi finalement l'entreprise doit être considérée comme une société, mais société au sens anthropologique du terme bien sûr. Bonjour, je voulais d'abord remercier Grégory Martin, sans qui je ne serais pas là, qui a pensé à m'inviter malgré tout le travail colossal depuis des mois. Et puis Madame Godel, sans qui je ne serais pas là non plus, puisque je fais une étude pour la CFDT sur des questions d'innovation sociale. Il n'y a pas un sifflement là dans ma voix? Non, ça va? Donc on a un retour bizarre. Pourquoi un anthropologue? L'anthropologue travaille sur le collectif. Le psychologue travaille sur une personne, l'anthropologue travaille sur le collectif. Que vous ne connaissiez pas ce métier, c'est pas normal, mais finalement c'est normal. Bon, bref. En tout cas, oui, parce le CNRS nous a pervertis, on travaille sur des concepts et on a oublié que l'anthropologie, c'était avant tout de comprendre des situations réelles. C'est que le terrain nous donne des solutions de compréhension de la mécanique du social, puisque nous autres, Homo sapiens, on n'a plus qu'une espèce sur cette planète, c'est nous autres, les Homo sapiens, on a éliminé toutes les autres, les Néandertals, les Décinoviens. On a cette capacité de produire, de sécréter du social, comme dit Maurice Godelier, et on a cette responsabilité de prendre conscience de notre sécrétion sociale. D'accord ? Donc l'entreprise, c'est mon terrain de jeu depuis les années 90. Quand je commence mes études chez les Pygmées, chez les Aborigènes, je comprends que les Pygmées et les Aborigènes n'ont absolument rien à faire de mes questionnements de Parisiens.
Et par contre me pose une vraie question, mais pourquoi vous bousillez notre forêt? Et quand je viens voir mes professeurs dans les années 90, professeurs d'anthropologie au CNRS, eux me répondent, ce n'est pas notre travail de réfléchir à ce problème. Et là, je ne comprends plus ce qu'est l'anthropologie. Donc je suis comme vous, je me dis que ça ne sert à rien. Et je décide de développer une anthropologie indépendante qui se met au service de groupes qui a une vraie problématique à résoudre. Conflit, évolution donc démocratique, enfin, derrière ces mots, qu'est-ce qui se passe dans la réalité en fait? Donc je serai moins technicien que mes collègues. Hein, c'est eux les spécialistes, les experts de la technicité de la démocratie et de l'implication d'un syndicat. Moi, je vais vous parler d'un point de vue beaucoup plus anthropologique, donc beaucoup plus large, et qui pourrait aussi inclure d'autres types de sociétés. Alors, en effet, il y a beaucoup de termes qu'on utilise en anthropologie. On ne va pas rentrer dans un cours précis de terminologie entre société, ethnie, communauté. Enfin, chaque terme a une définition très précise. On va garder le terme de société. Moi, j'ai un terme précis quand j'écris, c'est unité sociale. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une unité sociale? C'est un ensemble d'homo sapiens qui partagent des valeurs communes et une culture commune. Alors, c'est ultra facile à comprendre. Les valeurs communes sont les représentations que l'on a dans un espace social. Comment on se représente les échanges, comment on se représente le genre. Hein, on sait que dans notre société, le genre est en train de changer à vitesse grand V. Là, on a une parité absolue là, sur les banquettes. On serait 50 ans en arrière, c'était peut-être pas aussi évident. Bon. Donc ça, c'est une vraie réflexion anthropologique, c'est-à-dire comment le genre féminin ou masculin, au-delà de l'aspect sexuel et éthologique finalement lié à l'espèce, comment on fait évoluer les définitions finalement du masculin et du féminin dans nos sociétés. Donc ça, c'est une grande thématique, mais qui croise aussi l'entreprise ou toute forme de société. Donc ces représentations ces valeurs sont des représentations communes qu'il faut parfois mettre en lumière, objectiver, pour pouvoir les faire évoluer. La culture, ce sont des expériences. Pour moi, la culture, elle se définit par le côté expérimental. C'est pour ça qu'on ne comprend jamais une culture. C'est impossible de comprendre. On comprend déjà à peine ses proches dans sa propre société. Donc c'est très compliqué d'imaginer, par exemple, comprendre les pygmées, comprendre les aborigènes dans leur fonctionnement. C'est pour ça qu'on les rejette. Hein. L'Occident, il a deux façons de traiter l'autre. C'est on le rejette ou on l'absorbe. Et c'est très difficile de prendre l'autre pour ce qu'il est. Et c'est notre grand souci, nous, notre société occidentale, nous autres Français. Bon, je ne vais pas rentrer dans la définition de qu'est-ce qu'être français, je pourrais. Hein. Mais c'est ce décentrage, finalement, cette incapacité que l'on a à se définir simplement pour accepter l'autre dans sa différence. C'est ça qu'on doit en permanence travailler à nos différents niveaux. Donc, valeur, représentation, culture, expérience. Donc déjà, pas de culpabilité, si on ne comprend rien à ce qui se passe chez l'autre, c'est normal, on n'a pas expérimenté, on n'a pas son parcours de vie, on n'a pas le parcours de vie d'un groupe, d'une autre équipe syndicale. Hein. Les problèmes se posent dès qu'on commence à réfléchir sur nos propres expériences. Par contre, cette capacité d'accepter, de percevoir malgré tout les problématiques de l'autre nous permettent à la fois de nous centrer et d'accepter ces variations. Donc l'entreprise, qui était donc mon terrain de jeu dès les années 90. J'ai travaillé dans un premier temps chez l'U, à La Fouassière, usine qui était délocalisée de Nantes dans les campagnes, enfin dans les terres viticoles, avec un gros souci justement d'identité. Et c'est là que finalement je comprends, premièrement, que l'entreprise, c'est pas seulement un élément, c'est pas seulement un lieu de travail, c'est pas un lieu de production unique, c'est aussi un lieu de production du social, évidemment, avec... Et ça, Bourdieu l'explique très bien en ces périodes des années 70-80, c'est une construction du capital social. C'est fondamental. L'espace de travail est fondamental pour la constitution de son identité, de sa personne dans son groupe. Alors, je précise à ce moment-là que, à mon sens, le groupe prime sur l'individu. Hein, depuis la nuit des temps, depuis l'origine de Homo sapiens, ça a toujours été le collectif qui a construit l'individu, jamais l'inverse. On est dans une société hyper individualisée, on a tous une multitude de cartes, de codes, d'identifiants, enfin, qui a un compte commun avec son conjoint, hein, je veux dire, on est tous chacun avec ses problématiques, et on a oublié que c'est le collectif qui nous aide à percevoir la suite, et nous aider aussi à construire notre vie individuelle. Je prends un exemple, et je ne m'attarderai pas sur cet exemple-là, la mort.
On a le plus grand des tabous, c'est pas le sexe. Là, si on commençait à parler de sexualité, je suis sûr qu'on serait tous capables de tenir toute la journée avec ça. Mais si je vous dis on va parler de la mort, là, il y a un grand silence qui s'opère. Notre société occidentale a fait l'impasse sur le plus fondamental des sujets, et c'est le plus important à mon sens, et on reste vraiment dans notre débat, même si je pars très très loin, enfin, dans le monde de l'au-delà, pour moi il n'y a rien déjà en plus. Pourquoi la mort est fondamentale? C'est qu'elle va définir aussi comment on va construire évidemment l'existant. Et cette thématique de la mort, complètement oubliée par l'Occident, fait qu'on est dans un état de panique complet, ce qui fait que tout ce qui est vieillissement, ça nous fait peur. Externalisation des vieux dans des espaces où on ne parle pas de mort d'ailleurs. Le handicap, pareil, c'est l'interface vers la mort, donc tout ce qui est différent, on élimine. Tout ce qui est peuple autochtone, ils ne sont pas comme nous, donc ils nous mettent en péril. Donc finalement, on ne sait plus qui on est. On est dans une espèce d'impasse, finalement, à se définir, et dans un état de panique, parce qu'on ne peut plus aborder les choses collectivement. La mort ne s'aborde que collectivement. C'est pour ça qu'il y a des rituels funéraires partout dans le monde, parce qu'individuellement, on ne peut pas s'affronter à un sujet aussi impensable philosophiquement. Collectivement, on s'en sort. D'accord? Bon, on va parvenir sur la notion de rituel. Je vous épargne ça, c'est déjà ça, on va gagner 5 minutes. Donc, l'entreprise croise tous ces sujets-là. Et lorsque j'aborde le problème du handicap en entreprise, on comprend très bien, en 2005, il y a les lois qui obligent les entreprises à avoir 6% de temps de travail consacré au handicap. Donc, premier réflexe, on choisit un poste, on fait bosser un ergonome, on choisit une personne formée, et on la met sur ce poste. Or, ça fonctionne une fois sur deux, et on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc là, on fait appel à l'anthropologie, parce qu'on comprend que finalement, l'impact du handicap va intervenir sur l'identité même du groupe qui va recevoir la personne handicapée. Et donc, ce que j'arrive à montrer et à mettre en pratique, parce que c'est pas seulement intellectualiser une situation sociale qui m'intéresse, c'est mettre en pratique qu'est-ce qu'on fait pour régler le problème. Donc dans ce cas-là, en travaillant avec le collectif sur cette problématique du handicap, vers quoi on tend? Vers l'acceptation que chacun a ses fragilités. On est tous des éléments fragiles, on va tous mourir, on a tous des moments dans notre vie où on est en perte on va dire de maîtrise de ce qui nous arrive. Un divorce, voilà, il y a plein de problèmes qui peuvent nous mettre dans une situation, il n'y a pas que le handicap. Donc une fois que cette problématique de fragilité, lisez Hans Jonas, le philosophe, sur l'obsolescence, ça c'est très intéressant, sur l'obsolescence de l'homme, et sur le fondamental de l'homme, c'est cette fragilité justement. Si on remet cette fragilité au cœur du système, si on est tous conscients de cette fragilité et qu'on arrive à la partager, alors c'est pas évident, chaque entreprise n'est pas capable de le faire aujourd'hui, si on rentrait dans les détails, il y aurait beaucoup à dire, mais si on passe ce cap, eh bien l'équipe, c'est plus des individus individuellement identifiés qui tendent vers un objectif de production, puisque c'est quand même l'objectif de l'entreprise, mais un collectif qui est soudé et qui tend vers cet objectif, mais collectivement. Et d'un seul coup, le handicap, finalement, devient une force. Il devient un élément de redéfinition même de l'identité. Pardon? Il me reste une minute? Je regarde sur mon... D'accord. Et un élément constitutif de l'identité, donc, de l'entreprise. Donc, l'entreprise fait société. Après, il y a plein d'organisations qui... On reviendra sur ces points de détail. Je vous laisse la parole. Parce qu'après, on pourra me poser des questions. D'accord. Merci beaucoup. Donc, on vous passera la parole pour des questions, mais à l'issue du tour de table. Donc, on va passer la parole à Gabriel Coletti. Donc, pour continuer sur cette vision plus globale, en fait, de la place de l'entreprise. Voilà. Vous m'entendez, là? Très bien. Merci. Donc, merci à Grégory, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Merci à tous. Bien, alors, en fait, la question initiale qui m'était posée était quelle utilité y a-t-il à avoir un débat public pour décider des politiques économiques ou encore des politiques industrielles? Alors, je me suis un tout petit peu décalé par rapport à cette question, je l'ai un peu élargie, et j'ai essayé de réfléchir sur le lien que l'on peut faire ou qu'on doit faire entre démocratie et développement. C'est cette question-là que je vais traiter maintenant en quelques minutes. Et ce que je voudrais vous dire d'emblée, c'est que je m'inscris complètement en faux par rapport à tous ceux qui considèrent, et ils sont vraiment très nombreux, que la démocratie, eh bien, c'est du temps perdu.
que discutailler, en quelque sorte, eh bien, ça ne sert à rien, et que finalement le débat n'apporte rien. En réalité, il faut prendre les meilleures décisions, les décisions optimales, et le débat, en réalité, ne sert à rien. Le temps de la délibération, c'est du temps qui est perdu, et qui est souvent présenté comme étant, en quelque sorte, un obstacle à l'efficacité économique. Et eh bien, on va dire aussi, le droit du travail, c'est un obstacle à l'efficacité économique. Les droits sociaux sont des obstacles à l'efficacité économique. Les conventions collectives sont des obstacles à l'efficacité économique. Et puis, je ne citerai pas la personne, mais un éditorialiste que vous trouverez aisément d'un journal qui s'appelle Les Échos, eh bien, dans un article il y a quelque temps de cela, dénonçait le fichu préambule de la Constitution. La Constitution française, il y a un fichu préambule qui est le préambule de 1946, qui a été rédigé par tous ceux qui étaient dans le Conseil national de la résistance. Eh bien, ce préambule est quelque chose qui nous fait perdre vraiment énormément de temps et qui s'oppose complètement à l'efficacité économique. Eh bien, de mon point de vue, ceux qui pensent cela, eh bien, se trompent extrêmement lourdement. Et non seulement tous ces éléments, le droit, les conventions, la Constitution, ne sont pas des obstacles à l'efficacité économique, mais sont bien la condition de l'efficacité économique, ce qui est donc exactement l'inverse. En revanche, tous ces éléments, eh bien, sont des obstacles à l'impérialisme du capital financier. Ça, c'est bien certain. Et si on veut aujourd'hui positiver un peu, et si on veut se positionner sur un mode plus offensif, eh bien, on pourrait dire que les avancées de la démocratie sont en fait inséparables d'un nouveau modèle de développement. Si nous voulons inventer un nouveau modèle de développement, ça ne sera pas en faisant régresser la démocratie, c'est au contraire en faisant progresser la démocratie. Et la thèse que je soutiens, eh bien, c'est bien celle de l'articulation entre démocratie et développement. Donc la démocratie n'est pas un obstacle du développement. Alors, je pense qu'on peut aussi essayer de rechercher un peu dans quelques approches philosophiques quelques éléments dont on peut s'inspirer dans notre réflexion. Et en particulier, il y a un philosophe d'origine grecque qui s'appelle Castoriadis, que vous connaissez pour certains d'entre vous, qui en réalité considérait que les personnes qui ne s'intéressent pas, qui ne participent pas à la vie de la cité, étaient des idiots. Alors pourquoi étaient des idiots? Parce que tout simplement, en grec, le mot idiotesse signifie la personne qui ne s'occupe que d'elle-même, qui s'occupe de ses propres affaires. Donc l'idiot, dans la définition grecque du terme, c'est celui qui est complètement centré sur lui-même, qui ne participe pas à la vie de la cité, qui ne participe donc pas à la démocratie. Mais ce que Castoriadis précise en référence au philosophe athénien, c'est que si en démocratie, chaque citoyen est détenteur d'une partie de la souveraineté politique, eh bien, il ne peut l'exercer véritablement qu'à condition qu'il détienne un certain nombre de connaissances. Sans connaissances, il n'y a pas de démocratie possible. Et il ne s'agit pas ici de connaissances techniques, il s'agit des connaissances citoyennes que chaque citoyen doit avoir pour pouvoir participer en quelque sorte au débat. En ce sens, les questions de formation sont des questions qui sont absolument essentielles. Alors, ceci étant, il est clair que si chaque individu détient une part de la souveraineté politique à condition qu'il puisse l'exercer avec les connaissances nécessaires, eh bien, le citoyen, comme ceci a été dit il y a quelques instants, est agi par les institutions et il peut agir sur elles. Donc ce n'est pas des individus tout seuls ou agrégés qui vont exercer la démocratie, c'est bien des institutions qui vont être les lieux dans lesquels la démocratie va se penser et s'organiser. Et en fait, le propre des institutions, c'est tout simplement de produire des normes et des règles. Et tout à l'heure, mon collègue anthropologue disait, et je pense qu'il a absolument raison, que en réalité, ce qui est très important, ce sont les représentations. Et ce que Castoriadis nous dit, et ce que je crois que c'est important, c'est que chaque société, tout à l'heure le terme a été utilisé, chaque société est un système d'interprétation du monde. Ça, c'est très, très important. Chaque société est un système d'interprétation du monde et l'identité d'une société n'est rien d'autre que son système d'interprétation ou de donation de sens. Donc je crois que c'est vraiment extrêmement important. Et ici,
eh bien, on peut se demander comment émergent les institutions, comment est-ce qu'elles évoluent. Eh bien, elles évoluent, en effet, avec des conflits, avec des confrontations qui peuvent porter aussi sur des divergences de représentation. Donc, les institutions évoluent avec le conflit, avec les rapports de force, mais pas nécessairement avec des ordonnances. Ça, c'est autre chose. Ce que je voudrais maintenant peut-être ajouter ici, c'est que les corps intermédiaires dans ce jeu sont extrêmement importants. Parmi les institutions, on peut évoquer des institutions publiques, des institutions privées. L'entreprise est une institution, évidemment. Les corps intermédiaires sont extrêmement importants parce que ce sont des lieux de capitalisation d'expérience. Là encore, le terme a été utilisé tout à l'heure. Sans ces corps intermédiaires, sans lieu de capitalisation d'expérience, le risque existe, en quelque sorte, d'un débat qui ne débouche en réalité sur aucune norme, sur aucun système de représentation collectif. Et de ce point de vue-là, eh bien, j'estime que la société française doit penser ou repenser chacune de ces institutions. De mon point de vue, le droit du travail, plutôt que d'être décodifié, devra être pensé et de nouveaux droits devront être conquis. Tout à l'heure, mon collègue anthropologue évoquait l'entreprise. Eh bien, pour moi, le principal chantier concernant l'entreprise, c'est tout simplement de la faire exister en tant que catégorie juridique. Parce que comme nous en avons parlé plusieurs fois avec Greg Martin, je souligne à chaque fois que je le peux le fait que le droit français ne reconnaît pas du tout l'entreprise. La seule chose que le droit français reconnaît, c'est la société. Il peut s'agir d'une société de personnes, d'une société de capitaux, mais ce sera à chaque fois la société. En d'autres termes, quand on parle de responsabilité sociale et environnementale, il n'y a pas de fondement juridique à la responsabilité sociale et environnementale, tout simplement parce que, dans le droit français, la catégorie juridique entreprise n'existe pas. La seule catégorie juridique qui existe, reconnue par le droit, c'est la société, et donc les seuls qui existent, eh bien, ce sont les détenteurs du capital de la société. Les salariés sont considérés comme étant extérieurs à la société, ils sont considérés comme étant des fournisseurs de travail. Ce qui veut dire que si, en effet, vous ne considérez pas comme syndicaliste qu'un enjeu majeur est de faire exister dans le droit français de manière positive et non pas en creux via le droit du travail ou le droit de la propriété, la catégorie juridique entreprise, eh bien, beaucoup de vos luttes échoueront parce que, tout simplement, la seule forme juridique que le droit français connaît, eh bien, c'est tout simplement le droit de la société, non pas le droit de l'entreprise. Alors, les différents droits que j'évoque, droit du travail, droit de l'entreprise, sont évidemment inséparables, de la même manière qu'ils sont inséparables avec le droit de l'environnement, et leur inséparabilité vient tout simplement du fait que l'individu lui-même est inséparable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas découper l'individu en une somme, en quelque sorte, de droits, puisque lui-même est indivice, on ne peut pas démembrer, découper un individu. Alors, ce que je voulais dire, peut-être, il me reste encore 3-4 minutes. Une minute, d'accord. Bien tenté, Très bien. Ce que je voudrais vous dire, c'est que sans l'intervention directe du peuple, et j'insiste sur direct, sans l'intervention directe du peuple, eh bien, la démocratie ne peut que se vider de sa substance. En d'autres termes, si nous nous posons la question aujourd'hui de la crise de la démocratie représentative ou parlementaire, cette crise, pour moi, est indissociable du fait que l'intervention directe du peuple est trop peu fréquemment mise en avant. Alors, je terminerai peut-être en vous disant, j'ai commencé par là, que ces questions de démocratie, que j'ai à peine esquissées, que je n'ai pas eu le temps véritablement de développer, eh bien, sont inséparables de la réflexion, de la pensée, de l'action sur un nouveau modèle de développement. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons en France et ailleurs, ce n'est pas d'avoir 1 ou 2 points de croissance en plus. Si nous avions 1 ou 2 points de croissance de PIB en plus, nous ne résoudrions aucun des défis devant lesquels nous sommes confrontés. Aujourd'hui, ce que nous devons collectivement penser, c'est un nouveau modèle de développement. Et ce nouveau modèle de développement ne peut être pensé qu'en démocratie. Et si j'ai un peu de temps tout à l'heure, je vous expliquerai aussi qu'il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent face à cette démarche. Merci. Alors ça veut dire qu'il faut que vous prépariez des questions pour après l'intervention de Sophie. Donc il va vous exprimer le point de vue de la CFDT, du syndicat, donc avec ce positionnement donc, de l'entreprise et en fait ce positionnement dans et hors l'entreprise. Alors bonjour, en fait je travaille dans un service de la Confédération qui s'appelle Économie et Société.
Je ne m'occupe pas de coordonner le développement durable ou la RSE, j'ai d'autres collègues qui le font. Moi, je m'occupe depuis le Grenelle de l'environnement de faire exister un petit sujet qui est de réfléchir en prospective quels sont les nouveaux chantiers syndicaux sur la transition écologique du point de vue de la nature, pas seulement de l'énergie et du climat. Donc moi, je suis plutôt sur le versant de la transition écologique pure. Qu'est-ce que la biodiversité? Est-ce que le travailleur, l'humain dans ses activités a une interaction avec le vivant? Est-ce que lui-même, il n'est pas un petit peu de cette nature et de cette biodiversité et pas au-dessus d'elle? Il est bien dedans. Donc en fait, c'est tout un travail de réflexion aussi sur nos positionnements, même je dirais un peu doctrinaires, et quels sont les répertoires d'action syndicale qui permettraient justement de mieux prendre en charge la question environnementale dans son sens large, agriculture durable, pêche durable, le verdissement des métiers, en fait, quelque part. Alors j'ai beaucoup, moi, travaillé dans la concertation, le dialogue environnemental avec les ONG, le patronat, avec l'État, des collectivités locales, voilà, bon, bref. Donc aujourd'hui, moi, mon propos, il est plus général, il est un petit peu en éloignement de mon dossier propre, mais il est un peu plus général parce que dans mon service se réfléchit les questions de logement, les questions de lutte contre les discriminations raciales dans l'entreprise, les questions de justice. C'est un service qui s'occupe de tous les sujets dits sociétaux, qui sont des sujets pour moi profondément sociaux. On les appelle sociétaux parce que bon, c'est une façon de mettre aussi une étiquette sur les choses et de classifier, mais derrière les sujets sociétaux, il y a toujours le sujet social, et c'est ce que la CFDT essaye de faire vivre. Donc il y a les questions de logement, il y a les questions de transport, il y a beaucoup de questions comme ça un peu transverses, les mobilités durables, tout ça. Enfin, depuis plusieurs années, on y réfléchit, parce que la CFDT, quand même, depuis beaucoup de congrès, de nombreux congrès, sur l'orientation développement durable RSE, et depuis 2013, sur le nouveau modèle de développement porteur de progrès social pour tous. Alors la question qui m'anime, c'est prolonger nos réflexions de ce matin sur la démocratie dans l'entreprise et les administrations, parce qu'il y a le secteur public aussi, pour favoriser le vivre ensemble dans la société, en rappelant que le travail, c'est pas qu'affaire de subsistance, il est affaire de subsistance, mais il n'est pas que cela. Il est à nos yeux essentiellement un vecteur d'insertion sociale, d'autonomie, d'émancipation des personnes, en assurant à la fois des moyens matériels d'existence, un accès à la protection sociale, mais aussi la construction des rapports humains, des liens sociaux, de solidarité, de convivialité entre collègues et de fraternité, et qu'il y a quand même quelques événements qui montrent que l'action sociale continue, heureusement, aujourd'hui, de faire ce qu'elle a toujours fait, c'est d'essayer de rapprocher, d'unir les travailleurs, au-delà des différences, pour rechercher l'intérêt commun, voire l'intérêt général. C'est la position de la CFDT, c'est d'aller sur l'intérêt général. Le développement durable, c'est profondément une recherche d'équilibre entre les enjeux sociaux, économiques et environnementaux pour faire vivre l'intérêt général, celui de nos générations présentes, mais aussi des générations futures, dont on ne peut pas condamner des options pour l'avenir. Alors, post-attentat, en novembre 2015, vous savez sans doute que la CFDT a ambitionné avec d'autres syndicats en faisant un appel du 6 juin 1995, une déclaration intersyndicale qui s'appelle « Vivre ensemble et travailler ensemble ». Et le propos de cette intersyndicale, c'était de dire qu'on voulait rappeler l'ambition syndicale de restituer au travail son caractère émancipateur, valorisant, en desserrant l'étau de l'intensification du travail, qui nous amène souvent à aborder d'abord des questions d'urgence. Tout de suite, on est face à une restructuration, c'est normal qu'on priorise l'emploi, la discussion sur l'emploi. On est menacé sur un sujet de temps de travail d'avoir des heures sup mal payées, on va s'occuper du sujet de temps de travail, etc., etc. On est quand même beaucoup dans des logiques extrêmement, je dirais aussi, de gérer le quotidien, l'urgence. Mais ce quotidien et cette urgence est beaucoup plus large que, par exemple, les thèmes de la négociation collective obligatoire. Ça va donc bien sûr au-delà. Le quotidien des personnes, c'est plus que ça. C'est je dois aller au travail le matin, je suis une femme, j'ai des problèmes de garde d'enfants, comment je fais, quoi. Voilà. Je dois me transporter, j'habite en périurbain, il n'y a pas beaucoup de transports publics, il y en a quelques-uns mais je ne les connais pas. Ce serait sympa s'il y avait un plan de déplacement qui m'informait de la desserte des transports en commun, ce serait pas mal, quoi. Puis ce serait bien que l'employeur signe un plan de déplacement avec des mobilités plus durables, plus douces,
il s'occupe quand même de me demander mon avis, de faire une enquête quand même sur mes besoins, parce que s'il fait tout de façon unilatérale, sans mes représentants du personnel, sans enquête préalable auprès des salariés, il va faire un truc vachement descendant, pas tellement démocratique, et puis à l'arrivée, il va prendre des mesures qui ne sont pas forcément adaptées donc, aux réalités. Donc en fait, le propos de desserrer cet étau, c'est aussi de recréer des espaces d'expression sur la vie quotidienne des gens, sur leur travail. Et pourquoi c'est important aujourd'hui pour la CFDT d'aller vers ça et qu'on est prêt à faire de l'intersyndicale là-dessus, c'est qu'on est dans un climat de montée des populismes qui n'est pas nouveau, mais qui va, avec ces élections présidentielles, on l'a bien vu, semble s'amplifier et s'aggraver, s'approfondir. On a un fossé et on oublie quelques acquis historiques. Et j'aimerais rappeler les acquis historiques que les syndicats ont fait valoir avec les lois Auroux. Alors les lois Auroux, on revient en 81, et le propos des lois Auroux, c'était de demander une reconnaissance de la citoyenneté des travailleurs. Le propos des lois Auroux, c'était de faire du travailleur un citoyen sur son lieu de travail, donc avec un accroissement du rôle et des missions des institutions représentatives du personnel, qui était très faible à l'époque. On a multiplié les institutions, on a mis en place plein de missions, plein de mandats, des créditeurs, c'est les lois Auroux, les créditeurs, le CHSCT, le droit à l'expertise, c'est les lois Auroux, et la CFDT avec le club Échange et Projet qui avait été fondé par Jacques Delors en 1973, avait voulu en fait la protection et l'extension des libertés individuelles des travailleurs. En fait, son propos, c'était de construire une citoyenneté économique à travers la démocratie sociale, à travers la réhabilitation de la négociation collective qui était absolument absente des entreprises, il faut bien se le rappeler et se le redire. Et c'est grâce aux lois Auroux que des obligations de négocier ont commencé à poindre, des espaces et des sujets de négociation un peu je dirais, identifiés ont été remis au cœur du droit du travail. Et cette démocratie économique, c'était aussi, je dirais, se préoccuper de faire avancer et évoluer les conditions de travail. C'était un sujet central, les conditions de travail, parce qu'on voulait sortir d'un despotisme de fabrique et redonner justement par la parole des travailleurs et le droit à l'expression qui va dans les lois Auroux s'instituer, donner un droit à dire qu'on est mal au travail, qu'on a des problèmes de conditions de travail, un droit d'alerte. Et c'est les premiers fondements d'un droit d'alerte dans l'entreprise, le droit de se protéger en cas de danger et d'exposition professionnelle. C'est aussi la naissance de l'expertise. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a un bilan mitigé, parce que le droit d'expression ouvert par les lois Auroux n'a pas vraiment trouvé à se faire vraiment une place importante dans l'entreprise. Par contre, la négociation collective a progressé. Donc on a bien un véhicule et un levier au service des militants et des représentants du personnel, mais on pourrait aller plus loin parce que les cercles de qualité, le discours sur le management participatif nous ont un peu coupé l'herbe sous le pied, ils nous ont ramené quand même toujours vers la productivité du travail, beaucoup plus que vers l'expression des salariés sur les conditions de travail. Alors les accords qualité de vie au travail nous permettent d'aller sur beaucoup de sujets. Je vais prendre des exemples très concrets. À la FGTE, il y a un syndicat de la régie des transports de Marseille qui depuis des années avait beaucoup de mal à obtenir que pour les expositions à la mauvaise qualité de l'air des agents en milieu souterrain, pour que l'employeur investisse dans des filtres, pour qu'il soit entendu aussi par l'inspection du travail sur ces sujets-là. Enfin, vraiment, ça faisait des années qu'il prêchait dans la nature, quoi. Il poussait des procédures et des procédures, ça avançait très difficilement. Et en fait, ils ont dit, si on avançait un nouvel argument qui est la qualité de l'air aussi pour les usagers, pour nous les travailleurs et les usagers, peut-être qu'on serait plus entendus. Ils ont commencé par élargir à santé-travail, à passer de la santé-travail à la santé publique, en disant, il faut concilier les deux. C'est-à-dire qu'il faut parler des deux, il ne faut pas les exclure, il faut les combiner. Et ils ont obtenu beaucoup plus d'avancées en faisant ça, en ouvrant le périmètre. Ils ont intégré dans des accords de qualité de vie au travail des choses. Dans les aéroports aussi, il y a eu des petits progrès. La FGTE a avancé aussi dans une revendication qui est l'alignement des normes d'exposition à la mauvaise qualité de l'air
entre les salariés et le public. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une norme 100 fois plus élevée pour le travailleur que pour le public. Voilà. Des sujets comme ça, des accords de RSE, il en existe. Ils sont peu connus, mais il y en a. Casino a fait un accord sur la RSE. Voilà. Il y a des sujets nouveaux. On peut soit enrichir les sujets de la négociation collective existante, soit donc les faire évoluer, soit en ajouter d'autres. On n'est pas enfermé dans les sujets obligatoires. Et la CFDT a toujours su faire preuve d'innovation sociale. Et notre objectif aujourd'hui, dans les débats qui arrivent sur les IRP, c'est de ne pas reculer, c'est d'avancer, de ne pas avoir un dialogue avec des élus sans étiquette et pas avec des vrais représentants du syndicaux, d'avoir vraiment aussi toute notre place en tant que syndicaliste. Merci. Merci beaucoup. Donc vous voyez que cette question de la démocratie dans l'entreprise et du vivre ensemble en société est un sujet très vaste avec des clés d'entrée qui sont multiples. Donc la parole est à vous maintenant si vous avez des questions à poser à nos trois intervenants. Est-ce qu'il y a un micro qui circule ou est-ce que... Oui, voilà. Oui monsieur, allez-y. Allô, oui. Aimé Interco 11. Je voudrais avoir votre avis sur les entreprises libérées. Je crois qu'il y a une expérimentation dans certaines boîtes, la CPM de l'Aude, Michelin et tant d'autres. Est-ce que vous pourriez me dire si vous connaissez cette expérience et si vous avez un avis dessus? L'entreprise libérée. Christine, on prend 3 par 3. Alors, l'entreprise libérée, moi, Michelin, je ne connais pas sur ce plan-là, l'expérience Michelin. Je la connais plus sur la partie, je dirais, économie circulaire, recyclage, etc. L'entreprise libérée, chez Michelin, je n'ai pas suivi ce sujet précisément. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a de plus en plus quand même de gens qui ont une initiative qui part des syndicalistes, parce que le problème c'est que les initiatives des employeurs c'est bien, mais s'il y a effectivement une équipe syndicale avec... Alors je ne sais pas si à Michelin, je pense qu'ils sont très avancés sur la responsabilité sociale à Michelin quand même. Je pense que les syndicalistes de la CFDT ont joué un rôle dans l'entreprise libérée. Moi j'ai pas cet écho-là. Si tu veux approfondir ta question, n'hésite pas. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des exemples aussi auxquels on ne pense pas toujours, comme des exemples d'articulation entre le travail des sections syndicales d'entreprise et les URI, les unions régionales. Par exemple, en Île-de-France, il y a une union régionale qui s'est appuyée sur la dynamique d'une équipe d'une union départementale pour aller voir toutes les sections syndicales d'entreprise de son département. Et ils ont fait remonter les besoins des salariés. Ça, c'était extraordinaire. Il y avait un contrat de développement territorial qui allait se négocier avec les élus locaux. Et la CFDT locale se dit, ce serait quand même bête que nous, on subisse des aménagements du territoire et qu'on n'ait pas notre mot à dire sur notre transition écologique qu'on voudrait bien, le droit au logement, l'accès au logement pour tous, l'accueil de la petite enfance, les transports et l'accessibilité des transports, la tarification unique, etc. Donc il y a eu un travail avec toutes les sections et c'est à partir de ce diagnostic et donc cette expression collective qui sont allés voir les élus et qu'ils ont dit ce serait bien que la parole syndicale et que les travailleurs puissent dire quelque chose qui va interagir sur leur quotidien. Voilà, c'est des expériences qui sont peu connues à la CFDT, mais voilà, on travaille sur beaucoup de sujets et souvent c'est dans la construction des liens structures ou avec des partenaires, des associations, etc., qu'on a fait progresser beaucoup les droits dernièrement. Voilà. Y compris le droit d'alerte qui a énormément progressé, vous devez le savoir. Merci. Alors on va reprendre, donc on me dit 3 questions de préférence pour pouvoir ensuite enchaîner. Donc on vous écoute. Oui. Alors donc je voudrais évoquer, enfin vous avez évoqué pas mal de choses moi, qui me parlent, notamment l'identité de l'entreprise. Et donc, je voulais aussi intervenir sur la question de la RSE
et des espaces de dialogue, y compris de dialogue social, que cette RSE, lorsque ce n'est pas juste une politique d'affichage dans l'entreprise, peut permettre d'offrir en fait. Donc, il y a quelques années, dans le cadre d'un parcours de formation, je me suis intéressée au dialogue social et plus particulièrement au CHSCT. Et donc je voulais rebondir sur voilà, la fin de votre intervention, lorsque vous avez dit qu'il y avait quand même des espaces possibles, que tout n'était pas figé et qu'il ne fallait pas s'en tenir à ce que le droit proposait de faire ou pas. Donc je me suis intéressée à la question de la compétence environnementale du CHSCT. Est-ce que le CHSCT a réellement une compétence environnementale, même si la loi ne l'affirme pas? Eh bien effectivement, si on croise tout ce que vous avez évoqué en santé publique, est-ce que l'entreprise doit tenir compte des impacts qu'elle a sur sa société? Est-ce qu'elle doit gouverner avec toutes ces parties prenantes? Eh bien effectivement, là, il y a des espaces possibles. Et cette piste-là, de la compétence environnementale du CHSCT, c'est, je pense, une nouvelle action syndicale possible. Merci. On va prendre une autre question. Stéphane, de Santé Sociaux 3109. Moi, je voulais vous interpeller sur le handicap, la gestion de l'handicap et surtout la politique de grands établissements comme le secteur hospitalier, tout particulièrement celui de Toulouse que je connais bien, qui a une certaine politique avec une intervention des syndicats, mais de manière très saupoudrée dans les groupes de travail. Voilà. Ils nous ont chiffré l'autre jour concernant la convention FIPHFP, concernant donc l'handicap, avec quelques chiffres quand même qui sont assez importants, notamment en ce qui concerne l'aide de cette convention, qui est quand même chiffrée à un peu moins de 1 090 000 par an, évidemment, hein, sur l'exercice 2014 à 2016. Ce budget a permis de faire quelques interventions, mais on voit qu'il n'a pas été tellement suivi d'effet. C'est-à-dire qu'on a, sur cet exercice 2014-2016, on a seulement 8 journées d'information, des journées qui sont quasiment passées inconnues au niveau de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu faire venir des gens qui étaient concernés par le handicap, mais non seulement ceux qui étaient les soignants, qui étaient soit chez eux ou qui avaient une impossibilité de venir suite à leur handicap. On rappelle que ce qui concerne le handicap aussi, c'est le côté psychologique. Et dans un cas de burn-out, on comprend très bien pourquoi la personne ne viendra pas sur son site, puisqu'elle est liée justement à ce burn-out. La société, enfin l'hôpital, et on reprend donc les termes d'Éric, la société met en marge et part sur des politiques assez bateaux, voire même des impasses. C'est-à-dire qu'elle met de telles personnes que l'on qualifie comme étant des travailleurs, mais handicapés, donc avec un côté péjoratif aussi, elle les met dans certaines logiques, notamment d'hospitalisation de jour, sans réfléchir pour autant sur ce qu'est cette hospitalisation de jour et les pathologies rencontrées, c'est-à-dire des fois des pathologies très lourdes. En fait, ils se trouvent en souffrance parce que tout simplement, il n'y a pas de poste adapté. Ça, c'est une logique. Une deuxième logique est de mettre dans des secrétariats et de faire intervenir, en effet, l'ergothérapeute pour qu'on trouve quelque chose d'adapté. Sauf que dans l'hôpital et comme dans bon nombre de sociétés, on demande une certaine mobilité des agents. Ces mobilités ne sont pas assurées après derrière concernant leur bureau. Ma question est, est-ce qu'on peut remettre au centre la négociation, avoir certains leviers? En fait, la question cachée, est-ce qu'on peut forcer tout simplement une intervention syndicale beaucoup plus intrusive et beaucoup plus de démarches de qualité plutôt qu'une simple vitrine de la prise en charge de handicap sur des grandes structures qui, elles, devraient, du fait de la santé, quand même faire référence, me semble-t-il. Je voudrais savoir s'il y a aussi un retour d'expérience sur d'autres centres hospitaliers ou d'autres structures tout simplement plus petites ou équivalentes. Merci beaucoup.
Donc peut-être une troisième question avant qu'on vous réponde. Je crois que c'est une question qui intéresse. Monsieur ? Oui, bonjour. Bernard, La Poste 3109. Donc je voudrais aborder avec vous les nouvelles technologies. Puisque avec le développement des nouvelles technologies, je voulais savoir un peu quelle est votre vision sur l'impact de la démocratie, à la fois à l'entreprise et dans la société en général. D'accord, alors peut-être que sur la première question concernant la compétence environnementale du CHSCT, peut-être que ce serait Sophie, sur la question du handicap, bien entendu, Eric, et peut-être sur la question des nouvelles technologies, et Gabriel. Donc, je te